Bonjour. Alors, une petite vidéo cette fois-ci sur le poids. Alors, vous pouvez le constater, je suis une personne en surpoids. Voilà. Ça fait des années que je suis comme ça fait des années que j'entends des choses immondes sur mon sujet, que les gens se permettent de regarder ce qu'il y a dans mon assiette quand je mange. En général, quand je vais au restaurant, à part quand je suis avec vraiment des amis très proches, mais quand il y a des personnes que je ne connais pas, je prends une salade pour ne pas être embêtée. Bon, en ce moment, on va pas au restaurant, c'est fermé, vu que c'est le confinement quelque part, ça m'arrange. Mais je vais vous parler d'autre chose que de ça. Déjà, si, ça fait partie de la problématique, ce que pensent les gens des autres. Alors moi, j'en suis arrivée à un point où je m'en fous. Ils peuvent bien penser ce qu'ils veulent. Je m'en tape le coquillard comme de l'an 40. Hein, voilà, dans la vie, il y a des hippopotames et il y a des gazelles. Comment dire, c'est pas les gazelles les plus dangereuses. Non, je rigole. Mais si on voit un hippopotame maigre, qu'est-ce qu'on va dire? Oh, il est malade. Si on voit une gazelle grosse, on va faire oh, elle est malade. Mais si on voit une personne humaine en embonpoint comme moi, on va pas dire elle est malade, on va dire elle bouffe trop. Qu'est-ce qu'elle doit manger, qu'est-ce qu'elle doit... Il y a eu un film il y a quelques années avec Charlotte de Turckheim sur un centre de d'amaigrissement. Et il y a un moment donné, on voit la personne manger en fait, et on a toujours l'impression qu'en fait c'est une trop grosse quantité de nourriture qui fait que on est en surpoids. Eh ben je vous dirais pas toujours. Parce que moi, ça fait des années, en fait, que je travaille sur mon alimentation, que j'ai fait des régimes, qui n'ont pas marché, bien entendu, qu'on m'a mis, quand j'étais enceinte, à moins de 1800 calories par jour. C'était un enfer. Alors que on s'est rendu compte au fur et à mesure des 2 et 3 grossesses que j'ai eues, qu'en fait, je faisais de la rétention d'eau plus fortement en état de grossesse que en état normal. Donc en fait, après l'accouchement, il ne me restait que 4 kilos à perdre sur les 17 ou 18 kilos que j'avais pris pendant ma grossesse. 1 kilo par mois jusqu'au 5e mois et après, explosion. Il m'est même arrivé un truc complètement délirant. Après ma 3e grossesse, du jour où j'ai arrêté d'allaiter ma fille, je m'en rappelle bien, parce que c'était le 30 novembre. Elle était née le 4. Elle n'avait pas pris beaucoup de poids. Donc, on a pris la décision avec la sage-femme qui me suivait. Après ma 3e césarienne, j'étais très fatiguée. J'avais 2 enfants en bas âge avant, 3 ans et demi et 5 ans. On a pris la décision de la passer au biberon. Voilà. Et, parce qu'elle avait pris 300 grammes. Et de ce jour-là, moi, j'ai été tellement contrariée. Je pense que ça vient de là, en partie. Mais du jour où j'ai arrêté de l'allaiter et que je l'ai passé au biberon, j'ai pris 1 kilo par jour pendant 15 jours. C'est-à-dire 15 kilos. En 15 jours. Vous n'allez pas me dire que c'est ce que je mange. 15 kilos en 15 jours. Donc cet événement m'a fait me dire que il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc j'ai été voir un endocrinologue. L'endocrinologue, me voyant arriver avec un bébé d'1 mois, a cru que je voulais perdre les kilos de ma grossesse. Alors que, je vous rappelle, en sortant de maternité, j'avais 4 kilos en plus qu'avant la grossesse. Donc ce n'était pas ça. Moi, ce qui m'intéressait de perdre, c'était, et de comprendre pourquoi je les avais pris, c'était ces 15 kilos en 15 jours. Eh ben non, monsieur est resté sur son idée que je voulais perdre les kilos de ma grossesse, que je lui mentais. Le nombre de fois où on a pensé que je mentais, ça, je ne le compte pas. Et donc, me proposait une cure d'amaigrissement sur la Côte d'Azur, où j'habitais à Bourg-en-Bresse à l'époque, pendant 3 semaines, je crois. Oui, voilà, les cures, c'est 3 semaines. Et je lui ai dit, ok, monsieur, moi, je veux bien. Je fais quoi de mes 3 enfants? Ah bah ça, c'est pas mon problème, il m'a dit. À vous de vous débrouiller. Faudrait savoir si vous voulez maigrir ou pas. Ah bah merci. C'est gentil, ça culpabilise pas du tout.
Hein, genre, faites le nécessaire, si vous voulez pas le faire, c'est plus ma faute après. Alors, je vous rappelle, j'avais un enfant de 5 ans, un de 3 ans et demi et un bébé d'1 mois. Et fallait que j'abandonne tout ça pendant 3 semaines pour aller faire une cure d'amaigrissement qui n'était pas à la base, à l'origine de mon problème. Ok, bon. Du coup, je peux vous dire, je l'ai pas faite cette cure. Hein. J'aurais bien aimé, moi, les 3 semaines, au frais de la princesse, les doigts de pied en éventail, faire des petits massages et manger de la carotte. Hein. Crue, bien sûr, avec des légumes cuits à l'eau. Ce qui n'aurait pas résolu mon problème, maintenant que j'en connais un peu l'origine. Suite à ça, je suis allée voir un néphrologue. Un néphrologue est un médecin qui s'occupe des problèmes de reins. Vu que on avait quand même une forte suspicion que ce soit de la rétention d'eau, et j'avais été voir, j'ai dû faire 100 km pour aller voir mon ancien médecin de famille pour lui dire, ben voilà, j'ai un problème, je sais pas quoi faire. Et là, lui, il a fait, mais qu'est-ce qui t'arrive? Il me connaissait, il savait que j'avais de l'embonpoint, ça faisait des années qu'il me suivait. Mais il voyait bien que là, il y avait un enflement, mais qu'il comprenait pas en fait. Du coup, il m'a envoyé vers ce néphrologue, parce qu'il m'a dit, t'as peut-être un problème au rein, ma maman ayant une maladie du rein. Il a dit, t'as peut-être un problème au rein, en fait, on va t'envoyer chez ce néphrologue. Donc le néphrologue a fait des analyses, a fait des prises de sang, tout ça, et m'a dit, bah non, vous avez rien, vous avez pas le problème de santé de votre maman, c'est déjà bien. Mais du coup, c'est de la rétention d'eau. Ah, super, c'est bien, quelqu'un qui s'en rend compte. Et je vais vous donner un médicament qui est anti-rétention d'eau. Super. Mais qui est à la base un médicament fait pour les gens qui sont en hypertension. Ah, et un petit souci, monsieur. Moi, je fais de l'hypotension. C'est-à-dire que toute mon adolescence, je l'ai passé à 9-10 de tension, avec des malaises réguliers, qui me posaient d'ailleurs problème pendant mes compétitions de judo, parce que j'avais une baisse de tension avec le stress, et qui faisait que, il y a des moments, juste avant le combat, j'étais limite du malaise. Que je demandais à mon papa de me stimuler pour remonter le système énergétique, et que je prenais même des petits cachets qui s'appelaient à l'époque de la choramine pour me redynamiser au niveau cardiaque, et que j'ai dû arrêter à un moment donné par peur qu'on me dise que je me dopais, parce que pour eux c'était un dopant, la choramine. Il y en a qui le prenaient alors qu'ils n'avaient pas de problème d'hypotension, pour se mettre un petit coup de fouet pendant les compétitions. Donc moi c'était justifié au niveau médical, il n'y avait pas de souci, mais du coup j'ai préféré quand même l'arrêter. Enfin bon, on est hors sujet. Donc, je prends ce traitement, bien que ce soit pour les gens qui fassent de l'hypotension. Ah super, j'ai perdu 10 kilos en un mois. Donc déjà, ça avait résolu les 3/4 du problème. Mais, le problème secondaire que je soupçonnais qu'allait se mettre en place, c'est que, bien que j'étais remontée à 12-13 de tension à cette époque-là, je suis redescendue à 10. Donc, complètement légumes toute la journée. Pas de punch, pas d'énergie. Complètement vidée, en fait, pas de tension suffisante pour pouvoir vivre, exister et faire ce que j'avais à faire. Donc, j'ai, au bout d'un mois, arrêté ce traitement et en quelques jours, j'ai repris ces 10 kilos que j'avais perdus. Je me suis dit, tant pis, un jour je trouverai, un jour ils partiront, un jour on verra, voilà. On verra ce qui se passera, et puis, voilà. Malheureusement, ce problème ne s'est pas arrêté. Il s'est même amplifié, il a même augmenté. Jusqu'au point que j'ai, avec les années, fini par prendre beaucoup de kilos. Donc j'avoue, dans ma vie, j'ai eu des moments de malbouffe, comme tout le monde. Donc, des personnes très sympathiques, celles qui regardaient dans mon assiette au restaurant, ou même de la famille proche, dont je ne citerai pas le nom ici, m'ont fait des réflexions désagréables sur ce que je mangeais. En me disant, ah c'est pas étonnant vu ce que tu manges, que tu prennes du poids et que tu sois comme ça. Excuse-moi, mais t'as la même chose dans ton assiette et t'es pas comme moi. Donc c'est pas l'aliment qu'on est en train de manger tous les deux le même.
qui va nous poser un problème, en fait. J'ai aussi développé des systèmes de défense, en fait, face à ces réflexions. Donc tout à l'heure, le coup de l'hippopotame. Hein. Et un autre aussi, parce que le nombre de fois où on m'a dit « Regarde le bout de tes chaussures et honte de toi, et puis rentre chez toi, cache-toi, parce que t'es vraiment... Vu comment t'es faite, tu devrais rester chez toi. » Voilà. Ça, plus quand je me prenais la tête avec les gens, alors vu que j'avais un caractère de ouf, que j'ai encore, hein, mais j'étais beaucoup dans la colère, maintenant je ne le suis plus, je me prenais souvent la tête avec les gens. Et les gens, quand ils n'avaient plus d'arguments sur le sujet sur lequel on se prenait la tête, finissaient par me dire « ta gueule, grosse vache ». Donc, pendant des années, j'avoue que quand ils me disaient ça, ça me touchait, je m'effondrais, et, entre guillemets, ils avaient gagné. Jusqu'au jour où j'ai trouvé un système de défense par rapport à ça. Et je me suis dit, mais pourquoi ils m'insultent? Pourquoi systématiquement ça part en insulte sur mon poids? Je sais que c'est un de mes points faibles. J'ai fini par accepter ce corps. Je suis comme ça, voilà. Ça fait partie de ma nature. Mais pourquoi ils essayent de me déstabiliser émotionnellement comme ça pour gagner? J'ai trouvé une parade à ce système. Parce qu'en fait, c'est qu'ils n'avaient plus d'arguments sur le sujet dont on discutait, voire qu'on s'engueulait. Donc je me suis dit, en fait, ils font ça parce qu'ils n'ont plus d'arguments et qu'ils veulent pas admettre qu'ils ont tort, donc ils m'insultent pour me déstabiliser et finir, entre guillemets, par pseudo avoir raison. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je peux leur répondre? Ta gueule, grosse vache. Ah, alors, donc en fait, tu es en train de m'insulter sur mon poids, ok. Donc ça veut dire que tu n'as plus d'arguments sur le sujet dont on est en train de discuter, voire de s'engueuler, et donc ça veut dire que j'ai gagné. Et là, c'était eux qui s'effondraient, en fait, énergétiquement parlant. Parce que je ne m'effondrais pas moi. Parce qu'en fait, oui, ils n'avaient plus d'arguments sur le sujet dont on était en train de parler, et que l'insulte était faite pour me déstabiliser suffisamment pour finir en vainqueur de la joute verbale qui était en cours. Donc je n'ai plus jamais perdu de joute verbale à cause de ces insultes. Ensuite, ça n'empêchait pas que les gens continuaient à m'insulter, continuaient à me faire des réflexions désagréables, continuaient, malgré que j'ai raison sur certains sujets, à essayer de me déstabiliser sur mon poids pour me faire quitter l'arène et rentrer chez moi, honteuse, en regardant le bout de mes chaussures. Un jour, alors, ceux qui me connaissent bien le savent, j'ai une répartie assez percutante et assez facile. Et un jour, j'ai trouvé une phrase. Parce qu'il y en a un qui m'a dit « Mais casse-toi de là avec ton gros cul ». Ah, je me suis dit « Ah, tiens, pouf, ça vite fait là, paf !» Et je l'ai regardé, je me suis dit « Tu sais quoi, mon cul? Eh ben, moi, si je veux, je peux le perdre. Par contre, ta tête de con, toi, tu l'auras toujours. » Même si tu essayes de faire un régime. Et là, l'autre en face, il y avait... Alors, c'était une bande de petits kékos de quartier. Hein. Il y en avait une dizaine autour d'eux, qui se foutaient de ma gueule, bien sûr, quand il m'a insulté. Et là, quand j'ai répondu, ils se sont tous retournés vers lui et ils se sont tous foutus de sa gueule, d'un air de dire, là, elle t'a mouché la meuf. Et c'est méchant aussi ce que je réponds, parce que, quoi qu'il en soit, et dans ma position d'énergéticienne, je m'en suis rendu compte au fur et à mesure des années, les gens ont toujours un complexe quelque part. Et que du coup, là, ils ont essayé, moi, de me déstabiliser sur un complexe qui n'en est plus un. Donc moi, je lance aussi une pique de ce côté-là. Et au fur et à mesure des années et que j'ai lancé cette pique-là, moi j'ai fini par vraiment prendre de l'assurance et à ne plus du tout me prendre la tête avec les gens parce que je n'étais plus en colère, j'étais moins
sensible à l'injustice. Et donc, je n'ai plus à faire ce type de réflexion, ce qui est bien. Mais je tiens quand même à les partager parce que beaucoup de gens sont en souffrance par rapport à ça. Et je trouve ça quand même dommage que les autres s'en servent comme un outil pour les déstabiliser. Voilà. Donc, maintenant, moi j'aime bien les couleurs, j'aime bien m'habiller, j'aime bien les petites fanfreluches, j'aime bien tout ça. Et ben j'ose, je le fais. Et puis je m'en fiche de ce que les autres y peuvent penser, je m'en fiche totalement. Parce que maintenant je sais, maintenant j'ai appris, j'ai fait plein de formations, et je sais qu'en fait le corps a des dysfonctionnements qui ne sont pas pris en compte. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais en 2013, disons fin 2012, décembre 2012, je me suis fait poser les essures. Les essures, c'est des petits ressorts en acier chirurgical qui sont posés dans les trompes des femmes pour que la muqueuse se mette autour, bouche la trompe et qu'on ne puisse plus avoir d'enfants. Donc vu que j'avais déjà un âge certain, un petit peu plus de 40 ans, quand j'ai rencontré mon nouveau conjoint, Patrice, nous avons décidé d'un commun d'accord, quasiment deuxième rencontre, de ne pas avoir d'enfants ensemble. Car même à la deuxième rencontre, c'était une évidence que on continuerait cette aventure ensemble et que on calibrait certaines choses assez rapidement. C'est bien, quand on a passé 40 ans, on va dire au but. Enfin, nous on y a été et ça a été assez, comment dire, concluant pour nous deux. Parce que 10 ans après, on est toujours ensemble. Donc en fait, je me suis fait poser ces essures. Et 3 mois après, j'ai commencé à être malade, très malade en fait. Gros mal de dos. Et grosse intolérance ou allergie, comme vous voulez, ils font la différence les médecins, mais moi j'en fais pas, aux produits laitiers. Au point de ne pas pouvoir être en présence physique avec eux. Vous posiez du fromage devant moi, ou un verre de lait froid, ou n'importe quel produit laitier, une plaque de beurre, ce que vous voulez, chaud, froid, enfin bon, voilà. Je perdais la voix. Et ensuite, j'avais des troubles neurologiques, à plus pouvoir faire de calculs mentaux assez simples. 25 plus 36, je ne savais plus le faire. Et d'avoir une fatigue, mais au bout de quelques heures, de devoir dormir. Obligé. Sinon, j'avais des poussées d'adrénaline, en fait, pour me tenir éveillée. Et de devoir dormir pendant quasiment 2, 3, voire des fois 4 heures, sans avoir la possibilité qu'on me réveille. Patrice a essayé plusieurs fois de me réveiller parce qu'on avait des rendez-vous, on avait des choses à faire, et que l'heure arrivait, et donc il essayait de me réveiller, et il n'y arrivait pas. Plus les douleurs de dos, me lever tous les matins, 45 degrés, devoir mettre une chaussure plate, une chaussure à semelle compensée pour me redresser, tout un tas de choses qui la conséquence de cette pose des essures, et j'ai mis 4 ans à savoir que c'était ça. Parce que quand j'ai été voir l'allergologue, alors... Celui-ci, je lui conseille sérieusement de ne plus jamais croiser ma route. Bon, il aura du mal, parce que... Et puis, bon, je le reconnaîtrai sûrement pas. Je l'ai vu qu'une fois pendant un rendez-vous. Il m'a insulté pendant ce rendez-vous. Voilà. J'ai été le voir, je lui ai dit, voilà, quand je mange des produits laitiers, j'ai des diarrhées monumentales pendant 3 heures, j'ai des troubles neurologiques, j'ai des troubles de la voix, j'ai plein de choses, tout ça, enfin bon. Alors déjà, il m'a regardé, il m'a dit, ma petite dame, on ne devient pas intolérant aux produits laitiers comme ça, à 45 ans. Ah bon? Bah si. Si, moi c'est ce que je vis tous les jours, monsieur. Donc, non, c'est pas possible. Soit on l'est quand on est enfant, soit on l'est pas. Ok. Il m'a fait faire tout un tas de tests. Donc, m'a posé des questions sur mon hygiène de vie, tout ça. Enfin bon, j'avais arrêté de fumer. Donc on était en 2013. J'avais arrêté de fumer fin 2009 et fumé pendant 24 ans.
Donc tout ça, il m'a fait faire des tests respiratoires, souffler dans la machine et tout ça, et a été étonné des résultats de ma capacité pulmonaire, parce que pour lui, quelqu'un qui avait fumé pendant 24 ans et qui était de surcroît en surpoids, ne pouvait pas avoir une capacité pulmonaire intéressante, et moi c'était le cas. J'avais une très bonne capacité pulmonaire. Ce qu'il m'a pas demandé, le monsieur, c'est si j'avais été sportive. Et j'ai été sportive de haut niveau dans un sport qui permet l'accès aux personnes en surpoids. J'ai été championne de judo. Quand je dis championne, c'est pas... J'ai été judokate pendant 16 ans, de l'âge de 6 ans à l'âge de 21 ans, c'est 22 ans, entre 21 et 22 ans, j'ai arrêté. Et j'ai été 3e en France, en fait, en 1987. Et donc, je faisais du sport, du judo à haut niveau. J'aurais pu, si j'avais voulu, continuer plus loin. Mais voilà, des petits soucis de santé, beaucoup d'entorses, de luxation, d'arrachement de ligaments. Enfin bon, m'ont fait arrêter ce sport-là. Ça, il me l'avait pas demandé. S'il me l'avait demandé, il aurait peut-être compris pourquoi j'avais une capacité pulmonaire intéressante, bien que j'ai été, entre guillemets, fumeuse. Voilà. Donc, il a continué son petit truc, machin, tout ça, et son compte rendu, il l'a fait devant moi. Il l'a dicté au dictaphone, en disant que, j'avais des suspicion de réaction, parce que non vérifiable, hein, en fait. Il a fait faire aucun test. Alors que à l'époque existait déjà le test d'avaler un petit peu de produit laitier et de voir si on régurgitait plus d'azote après ingestion du produit laitier, pour voir s'il y avait des ballonnements en fait et une réaction du corps excessive par rapport à ces produits laitiers. Donc ça, il aurait pu me le faire, il aurait pu me faire les tests cutanés, il m'aurait pu faire plein de choses, mais non, il a parti du principe que j'étais folle, que je lui raconterais des conneries, et que, en fait, mon problème venait du fait que j'avais fumé pendant 24 ans, et que j'étais en surpoids. Merci madame, ça vous fera 130 €. J'ai payé 130 € pour me faire insulter par un allergologue. Voilà. En plus, j'avais reculé mon départ en vacances de quelques jours pour ce rendez-vous-là. Je peux vous dire que ce rendez-vous m'est resté en travers de la gorge. Et surtout quand j'ai découvert, en fait, que je faisais une réaction allergique au nickel dans les essures qu'on m'avait posées 3 mois avant. Voilà. Donc ce monsieur est un beau connard. Excusez-moi de l'expression, je lui rends son insulte, c'est un beau connard. Il m'a traité de folle, il a dit que j'inventais des symptômes, que j'étais complètement... voilà, et qu'on ne pouvait pas déclencher une intolérance comme ça à l'âge adulte, en fait. Le truc, c'est que s'il avait fait des tests, oui, je le sais, je suis allergique au nickel depuis l'enfance, parce que quand je mettais des bijoux quand j'étais môme, j'avais les oreilles qui finissaient rouges, écarlates, infectées et tout ça, donc je savais que j'étais allergique au nickel, et donc je ne portais déjà plus que de l'argent depuis très 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 longtemps, et aucun bijou fantaisie. Alors, je n'ai jamais soupçonné au départ ces essures de m'avoir détruit la santé à ce point-là, parce que j'ai dit au médecin, avant qu'il me les installe, que j'étais intolérante au nickel. Ils ont j'étais allergique au nickel. Et que je lui ai posé la question, vu que c'était de l'acier et que je sais que le nickel sert à garder un acier non érodé. Voilà, avec le nickel, c'est nickel. Attends, je rigole. Mais voilà, on en trouve aussi dans l'inox, pour stabiliser l'inox, pour qu'il ne s'oxyde pas. Voilà, donc en fait, pour qu'un métal ne s'oxyde pas, on met du nickel dedans. Donc j'en avais parlé au médecin avant de me faire implanter ces essures. Elle me dit non, c'est de l'acier chirurgical, c'est bon, il n'y a pas de souci. Elle m'a pas dit il n'y en a pas. Elle m'a dit c'est bon, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc j'ai continué mon chemin et donc comment vous dire que je ne suis pas retournée voir un médecin de sitôt. Mais quand même, quelques années plus tard, j'avais plein de choses qui... Je savais que certains parfums me faisaient réagir, étant donné que, à mon époque de monitrice auto-école, certains élèves, je passais 1 heure à éternuer à côté d'eux à cause de leur parfum.
Ça, je l'avais détecté toute seule. J'avais détecté que, comment dire, certaines choses me faisaient réagir, me faisaient éternuer, mais sans plus. Mais là, c'était pareil, comme les produits laitiers. Certains parfums me posaient des problèmes neurologiques. Je ne pouvais plus non plus avoir de shampoing parfumé, de produits ménagers parfumés avec certains parfums. Il a fallu que je change plein de choses en fait dans ma vie quotidienne à cause de toutes ces allergies qui montaient. Jusqu'au jour où j'ai ouvert une boutique de minéraux sur Annecy et que mon voisin, comme désodorisant de toilette, utilisait du brut. Et je réagissais au brut. Et vu que c'était mon propriétaire et que c'était mal isolé entre les deux, j'ai fini par retourner voir mon allergologue en lui disant « Est-ce que vous pouvez me faire un test par rapport au parfum ?» Parce que là, j'ai mon propriétaire qui ne me croit pas et qui, même au contraire, fait exprès d'en rajouter plus, en fait, pour m'embêter. Parce que... un petit mot que j'ai utilisé tout à l'heure pour le médecin, c'était le même type de personne, très imbu de sa personne et qui ne comprenait pas qu'on puisse être allergique au parfum et qui en plus était d'une humeur exécrable en permanence et le fait qu'on lui demande de ne pas faire quelque chose, et ben rien que par principe, le faisait 2 fois plus. Voilà. Donc j'ai fait des tests. C'était en 2015-2016, donc 4 ans après l'implantation des Essures, en fait, 3 ans et demi après l'implantation des Essures. Et donc je suis allée chez l'allergologue, un autre, hein. Je suis pas allée chez celui qui m'a insulté, hein, je suis pas folle. Et donc il m'a fait les tests cutanés. J'ai réagi à plusieurs choses, mais j'ai pas réagi au lait maternel, enfin bon voilà. Mais j'ai réagi à plein de choses. Et donc le médecin m'a dit, vous n'êtes pas allergique au lait, c'est là qu'il m'a dit, vous êtes peut-être intolérante, mais pas allergique. Mais enfin bon, moi la différence, c'est que je passais quand même 3 heures, entre guillemets, à me vider aux toilettes et à perdre connaissance. Donc intolérance, allergie, je m'en fous, j'ai peut-être pas d'eczéma, mais finalement si, j'en avais de l'eczéma. Mais vu que je porte de l'ambre, l'eczéma est vachement atténué, et donc j'en avais pas quand je suis allée le voir. J'aurais su, j'aurais pas porté mes bracelets de cheville en ambre que je porte pour éviter d'avoir l'eczéma sur ma jambe gauche. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. Il me fait les tests, je vais faire vérifier les tests, et il me confirme que je suis allergique au nickel. Je dis, bah ça je le sais, j'ai toujours su. Et là il me regarde, il me fait, vous avez quoi comme moyen de contraception, ma petite dame? Bah je lui dis, j'ai les Essures. Et là il me regarde, il me fait, ah. Et je lui avais énuméré toute la liste des problèmes de santé qui s'étaient déclarés en 4 ans, en fait, disons 3 ans et demi, depuis qu'on m'avait posé ça, mais j'avais pas encore fait le rapport de cause à effet. Il me fait, bah je serai vous, je retournerai voir mon gynécologue, et je lui en parlerai. Mais moi, je vous ai rien dit. Ah. Ça veut dire que moi, entre guillemets, je vous ferai jamais une attestation comme quoi vous êtes allergique au nickel et que vous avez du nickel dans le corps. C'était ça la traduction. À votre place, j'irai voir votre gynécologue et je lui en parlerai, mais moi, je vous ai rien dit. Le problème des Essures commençait un petit peu à monter aussi dans les médias, les associations, les choses comme ça. Et donc, du coup, j'ai pris rendez-vous chez ma gynéco. Voilà. Bon, j'ai pas été bête, j'y suis allée. Et quand je lui ai énuméré tout ce que j'avais, elle commençait à prendre des petites pincettes pour me parler. Et puis, elle m'a dit, je serai vous. Alors, on a plusieurs solutions, mais le mieux, ce serait de tout enlever. Ben oui. À la fois, entre guillemets, c'est ce que je voulais faire il y a 3 ans et demi, et que tout le monde m'a déconseillé. Parce que j'avais eu 3 césariennes, et que le risque était trop grand de faire une hystérectomie par rapport à la vessie et à la cicatrisation de l'utérus, et donc ça pouvait créer des abrasions, et que aucun médecin n'a voulu me faire l'hystérectomie que moi je demandais. Pour ne plus avoir d'enfants. Voilà, parce qu'en plus j'avais des fibromes, des gros fibromes, 7 cm, j'avais d'énormes pertes de sang, baisse de tension, toujours, et aussi une très 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 forte anémie.
Voilà. Et donc, on m'avait fortement déconseillé de faire cette hystérectomie et on m'avait conseillé les essures. Voilà. Qui m'ont pourri la vie pendant 4 ans. Qui ont fait monter tous mes curseurs de mes allergies et de mes intolérances alimentaires. Et qui m'ont aussi, de surcroît, fait prendre du poids à cause de l'inflammation. Quand ils m'ont retiré cet utérus qui était en inflammation à cause du nickel, alors, à l'analyse de l'utérus, moi j'aurais bien aimé voir sa tête, hein, parce que franchement, là encore, je pense qu'on m'a pris pour une imbécile. Un utérus fait normalement 60 grammes et un peu maxi 11 cm de haut. Donc c'est une petite chose, hein, triangulaire, qui grandit certes quand il y a un bébé, mais qui est tout petit quand il n'y en a pas. Le mien faisait 450 grammes et 15 cm. Mais, compte rendu d'opération, tout va bien. J'ai eu le choix, hein, de faire, entre guillemets, des procédures par rapport à ça. Je ne les ai pas faites. J'ai décidé de consacrer mon énergie à aller mieux ensuite. Voilà. On en passe sur les petites choses, genre vous pouvez avoir des petites incontinences maintenant que vous avez plus d'utérus, vous pouvez avoir, on m'a fait toute la petite liste. Voilà. À la fois, j'avais plus le nickel dans le corps et il fallait que je me désintoxique. Donc, étant thérapeute, alors ça aussi, hein, j'ai adoré toutes les petites réflexions des autres thérapeutes, parce que sur les salons, voilà, j'ai pas été bien pendant plusieurs années, j'ai été très fatiguée, donc dans l'inconscient collectif, un thérapeute n'a pas le droit d'être fatigué et malade, hein, il doit péter la forme, parce qu'il est thérapeute, hein, un médecin c'est jamais malade, ça on le sait très bien, hein, voilà. Et donc, du coup... les gens y allaient tous de leurs petites réflexions. Et pourtant, toi qui es thérapeute, t'as pas trouvé de solution pour aller mieux. Ben non. Quand on est intoxiqué chaque jour par de l'acier chirurgical qu'on a dans le corps, dans une partie en plus muqueuse, et donc où ça s'infiltre très facilement, non, on n'a pas de solution, sauf de s'en débarrasser. Et après que j'ai été opérée, beaucoup y ont été de leur petit laïus. Ah mais tu devrais faire ci, ah mais tu devrais faire ça, tu devrais prendre telle et telle chose pour te débarrasser, te faire une désintoxication des métaux lourds, enfin bon voilà. À savoir quand même que dans ma vie, étant donné que, comme j'ai expliqué, je suis en surpoids, j'ai fait beaucoup de cures d'amaigrissement, dont certaines avec des produits diurétiques et des produits nettoyants pour le foie, la vésicule biliaire, parce que ça on me l'avait déjà proposé un nombre de fois incalculable, et qu'à chaque fois que je buvais un verre de ces produits-là, je partais direct en gastro, même les queues de cerise. Tous les produits diurétiques avaient chez moi un effet exponentiel. Donc, quand les gens me disaient ça, oui, je veux bien te croire, t'as les compléments alimentaires. Les compléments alimentaires, ça m'a jamais causé, en fait. Je regarde ça, je fais, non, même pas envie. Bon, magnésium, voilà. J'en ai pris du magnésium, ça m'a fait un petit peu de bien, ok. Vitamine C. Vitamine C, si je prenais de la vitamine C, comment vous dire, au bout de 3 jours, j'avais envie de tuer quelqu'un. Ça me mettait dans un état de stress affolant, envie de grimper au rideau, au mur et tout ça, un truc de ouf, au bout de 3 jours. Alors j'ai testé le moins, voilà, j'ai pris même pour les enfants en fait, des dosages pour les enfants, pareil. Spiruline. Ça me foutait les intestins en vrac au bout d'un certain temps. Donc, plein de choses. Et du coup, en fait, je me suis rendu compte que cette intoxication au nickel est allée résonner sur toutes mes intolérances qui étaient principalement alimentaires. Et quand le corps est agressé par des aliments, il se met en inflammation. Alors, quand on est intolérant à quelque chose, prenons par exemple la vitamine D. Oui, on peut être intolérant à la vitamine D, on peut être intolérant au zinc, on peut être intolérant à plein de choses. On peut être intolérant à l'acide basique, à l'eau, à plein de choses. On n'imagine même pas. Tout ce qu'on met dans notre corps, on peut être intolérant. Même les trucs qui sont soi-disant bons à la santé. Je suis intolérante aux pommes. Alors que les pommes
tout le monde considère que c'est un aliment bon pour la santé. Je ne peux pas en manger. Je ne peux pas manger non plus tous les aliments dans lesquels il y a de la pectine, qui est issue, bien sûr, de la pomme. Voilà. Donc, en fait, voilà. Donc, tous ces trucs qu'on m'a conseillé de prendre, de pas prendre, de machin, de trucs, de bide, j'ai essayé, et beaucoup m'ont rendu plus malade que mieux. Jusqu'à ce que je rencontre quelqu'un. Bon alors, le nombre de fois on m'a dit, essaye ma méthode, essaye ici. J'ai essayé plein de choses, hein, parce que j'ai fait plein de salons de bien-être. Donc sur les salons de bien-être, il y a plein de choses. Donc j'ai essayé. J'avais rien à perdre. De toute façon, j'étais dans un état de santé qui était la fatigue à outrance, cérébrale, de perdre la voix. J'allais faire une expo, les voisins, je leur demandais s'ils mangeaient des pizzas le midi. Ils me faisaient, ouais, bah oui, sur les salons, c'est plus pratique de manger des pizzas. Alors je disais, est-ce que vous pouvez manger votre pizza vers le bar, en fait, plutôt que de la manger au stand? Et généralement, je me faisais engueuler. Oh bah non, c'est quand même plus pratique de manger au stand, je vois pas pourquoi je la mangerais au bar. Je dis parce que si tu la manges à ton stand, moi je vais perdre ma voix. Bah oui. Voilà ce que j'avais comme réaction en face, les gens rigolaient. Et ils revenaient avec leur pizza. Enfin, moi je demandais aux organisateurs d'être loin du bar. D'accord ? Quitte à être des fois à l'opposé de la salle et à être dans un coin, je préfère être dans un coin qu'à côté du bar, parce qu'à côté du bar, il y avait toujours des crêpes ou des choses comme ça, qui faisaient que je perdais ma voix, et quand on est sur un salon et qu'on vient exposer sa thérapie, qu'on vient exposer ce qu'on fait et qu'on vient faire des conseils, si on n'a plus de voix, on est un petit peu dans la... Hein. Voilà. Et donc, ces gens ramenaient leur pizza au stand. Et cet après-midi-là, je n'avais plus de voix. Mais c'était trop tard. Et là, il faisait « Oh, mais non, mais j'y croyais pas quand tu me l'as dit. » Oui, je m'en suis rendu compte, tu t'es foutu de ma gueule. Enfin, je leur répondais pas ça, en fait. Je leur disais pas, mais je le pensais très fort. Oh là là, mais à ce point-là, t'es intolérante. On était sur un salon de bien-être. Bien-être. Et quand les gens leur disent que tu leur dis que tu es intolérante aux produits laitiers et que tu vas perdre ta voix s'ils en amènent sur leur stand et qu'ils en amènent quand même et que après t'es malade, ils disent oh mais non mais je le croyais pas. Encore une fois, on m'a pas cru. Et donc, du coup, je restais tout l'après-midi parce que c'était entre 3 et 4 heures d'extinction de voix à cause d'un enflement des cordes vocales de la gorge. J'aurais pu très bien faire un édème de quick. Je perdais juste la voix. Mais l'édème de quick, j'aurais pu en mourir. Et les gens n'avaient strictement rien à foutre de ce que je pouvais leur raconter. Après, je peux vous dire que le lendemain, il n'y avait pas du tout de produits laitiers sur leur stand. Hein. Tous ceux qui étaient aux alentours de mon stand, j'étais tranquille pour le dimanche. Mais le samedi, donc je ne prenais jamais de conférence le samedi après-midi. Parce que je savais qu'il y avait 80% de chances que je n'ai plus de voix le samedi après-midi et que je ne puisse pas faire ma conférence. Donc j'avais soit les conférences le samedi matin, soit le dimanche. De toute façon, le matin, au cas où il y en a un qui n'était pas là la veille et qui fasse une boulette le lendemain. Donc, je perdais cette voix, j'avais ces troubles neurologiques, j'avais plein de choses. Avec les produits laitiers. Je ne suis pas retournée voir un allergologue, je ne suis pas retournée voir un médecin parce que, vu comment j'avais été traitée et comment les gens, on me donnait des antihistaminiques. Très bien. Mon médecin généraliste me prescrivait du Kestin. Le seul antihistaminique qui existe sur le marché à l'heure actuelle, qui n'est pas de produits laitiers à l'intérieur. Regardez les composants de vos médicaments. 90% des médicaments ont dans leurs excipients du lactose, c'est-à-dire du lait. Le lactose étant le sucre du lait. Donc, si moi je prends un médicament avec du lactose dedans, je suis malade. Je me fais une gastro. Donc, fallait que j'ai un médicament anti-gastro. Qui, lui, avait aussi du lactose dedans. Quelle est marrante la vie. Donc en fait, il fallait que je prenne un antihistaminique avec du lactose, avec un produit qui m'empêchait la diarrhée avec du lactose.
Heureusement, il était suffisamment efficace pour vraiment me couper cette réaction gastrique monumentale. Quand je dis monumentale, les gens me croient pas non plus, mais ceux qui l'ont vu m'ont fait « Ah ouais, quand même. Ah, je pensais pas à ce point-là. Ouais, oulala, mais ça doit être terrible pour toi. » Oui, ça l'est, mais quand je l'explique, les gens me croient pas. Mais c'est toujours pas grave, ils me croient pas. Et du coup, en fait, au fur et à mesure des années, des techniques qu'on m'a proposées, de plein de choses, à part l'éviction, en fait, des produits, j'ai rien trouvé. J'ai rien trouvé de tout ça. Et puis, en plus, ce fameux Questin que j'utilisais en antihistaminique pour éviter les crises, et ben, il y a un moment donné où je n'ai plus pu l'acheter sans payer de ma poche en pharmacie, alors que normalement j'avais le tiers payant avec ma carte vitale, comme tout le monde, mais parce que je refusais qu'on me mette un générique, alors que le Questin existe, il est en vente. Et si je voulais l'acheter, il fallait que je le paye de ma poche et que je me fasse après rembourser par la sécurité sociale. Je trouve ça du hold-up et de l'abus total. Je prends ce médicament parce que j'ai des allergies, que le produit auquel je suis allergique, il n'y en a pas dans ce médicament, donc c'est pour ça que je ne peux prendre que celui-ci qui existe sur le marché, et il faudrait que je le paye de ma poche parce qu'ils veulent me refourguer un générique. Comment vous dire que c'était hors de question.